dans quelques... Bonjour. Et merci de nous suivre sur le plateau des Journées francophones de radiologie 2018. Dans quelques instants, il y aura une très grande conférence ce dimanche au JFR, puisque les radiologues et la Société française de radiologie les JFR recevront Isabelle Richard. Madame Isabelle Richard, professeure Isabelle Richard, vous êtes la conseillère du ministre de la Recherche, de l'Enseignement et de l'Innovation. Madame Vidal. Madame Vidal, absolument. Nous sommes contents de vous avoir parce que s'il y a un sujet, un des grands sujets qui se pose aujourd'hui à la médecine et à l'enseignement de la médecine, c'est bien ces deux ou trois grands thèmes. Évidemment, les grands principes de votre réforme, vous allez nous en parler, le CN, évidemment, et puis, bien entendu, le PCEM, le numerus clausus. Enfin, il y a des tas de sujets qui sont posés aujourd'hui, notamment des sujets de formation. Alors, d'abord, quels sont les quelques éléments phares qui suivent, en tout cas que vous suivez, pour mettre en application votre politique? Est-ce que vous pouvez nous redonner quelques repères et que direz-vous tout à l'heure aux radiologues qui vous écouteront? Je pense qu'effectivement, l'élément important à percevoir, c'est que ces différentes modifications du cursus, par exemple des études médicales, mais on est aussi en train de faire des changements dans le cursus d'autres professions de santé, ces différentes modifications, elles obéissent en fait à un certain nombre de lignes directrices. Le fait, par exemple, qu'il faille décloisonner les formations les unes des autres. J'ai eu l'occasion à l'instant de descendre discuter avec un élève ingénieur de Centrale Supélec. Il avait l'air de trouver relativement intéressant de pouvoir travailler avec des internes en radiologie. Il avait même l'air d'être en train de beaucoup s'amuser. Et cette situation est tout à fait exceptionnelle. C'est possible dans le village des JFR, mais ça n'arrive pas encore beaucoup dans la vraie vie. On sait que l'avenir du système de santé, c'est en grande partie la facilité, l'efficacité avec laquelle les professionnels coopéreront entre eux autour du patient. Et pourtant, aujourd'hui, les professionnels, ils sont formés dans des tuyaux strictement étanches, y compris quand ils se forment à des professions qui, par définition, devront travailler ensemble. Il y a quelques exemples, quelques exceptions aujourd'hui, avec des temps de formation communs, par exemple, entre des manips radio et des étudiants en médecine, mais c'est l'exception, pas du tout la norme. Donc coopération, décloisonnement oui. Et puis, une attention à ce que ces études s'inscrivent dans ce qui est devenu maintenant la norme de l'enseignement supérieur, c'est-à-dire des parcours dans lesquels il y a un peu de choix pour un parcours personnalisé pour l'étudiant, des parcours dans lesquels il peut y avoir la possibilité de partir à l'étranger, par exemple, alors qu'aujourd'hui, nos parcours sont extrêmement normés. Tout le monde rentre par le même tuyau, tout le monde fait la même chose, tout le monde est classé à la fin par un même concours. Il y a probablement des façons un peu plus respirantes d'organiser des études supérieures. Ce sont des chantiers considérables que vous ouvrez là, non? C'est des chantiers considérables parce que la situation actuelle, elle n'est pas satisfaisante, mais elle est extrêmement cohérente. C'est-à-dire qu'il y a un concours à l'entrée, il y a un parcours unique, il y a un concours à la sortie. Si on veut modifier de façon significative la façon dont les étudiants en médecine sont formés, il faut aller toucher à tous les éléments du système de façon à refabriquer un parcours cohérent lui aussi, mais plus souple et plus fluide qu'il ne l'est actuellement. Ce sont des chantiers que vous ouvrez qui auront, à quelle distance vous aurez le sentiment qu'ils auront été réalisés, dans une certaine mesure que vous avez fait ce que vous souhaitiez faire? Ça, c'est toujours une réponse difficile parce que les études de médecine sont longues. Donc, le temps qu'un étudiant entré sur une nouvelle formalité sorte et soit devenu un professionnel compétent, il se passe une quinzaine d'années. C'est d'ailleurs aussi pour ça qu'on a pris le parti de toucher à tout en même temps. Ça peut nous être parfois demandé. Pourquoi vous n'avez pas fait le premier cycle d'abord, puis le deuxième cycle, puis le troisième cycle? Demander ou reprocher. Oui, mais si on fait comme ça, il faut 15 ans pour commencer à modifier le système et commencer à en voir les effets. Or, je pense qu'il y a aujourd'hui un consensus assez important, à la fois parmi les professionnels et parmi les étudiants, qu'il y a des choses qui ne peuvent plus attendre 15 ans. Oui, c'est votre temps. Quand Emmanuel Macron a présenté la réforme de la santé, il a dit « je le fais parce que c'est mon temps » ou à peu près. Enfin, c'était les éléments de langage. Vous avez le sentiment que c'est le bon temps?
On a le sentiment en tout cas que c'est des modifications qui étaient très largement attendues et qu'il était effectivement temps de les faire. Alors on va un tout petit peu dans le détail. L'ECN, le calendrier de la suppression de l'ECN. Alors le calendrier a été annoncé par les ministres. Il s'agit de proposer de nouvelles modalités du deuxième cycle à la promotion qui rentrera en 4e année en 2019 et qui sera donc dans une situation où il n'y aura plus de CN en 2022. D'accord. Plus exactement, il n'y aura plus de CN pour eux en 2022. Il restera peut-être la question des mesures transitoires. Il y a toujours des questions de mesures transitoires pour la promotion d'avant. Madame Richard, est-ce que ça veut dire que la vie des internes sera peut-être plus facile ou moins dure? Parce qu'ils se plaignent beaucoup, on se plaint pour eux. On est quand même attentif au fait qu'ils aient des qualités de vie correctes, comme étudiants, comme jeunes et comme jeunes médecins. Alors ça, c'est très typiquement une question qui ne peut pas attendre et qui ne peut pas attendre 2022. Oui. Il faut que les conditions de vie des étudiants en santé, pour lesquels il y a un certain nombre de chiffres qui sont relativement inquiétants, des enquêtes qui ont été faites par leurs organisations, il faut que ces conditions de vie et de travail s'améliorent tout de suite, pas en 2022. Et il y a donc aussi un certain nombre de mesures qui ont été répétées hier à l'Assemblée générale de l'ISNI par les deux ministres pour mettre en place le Centre national d'appui sur la qualité de vie des étudiants en santé et pour être attentif sur le fait que dans toutes les facultés de médecine, les internes ayant besoin d'un soutien spécifique puissent le trouver. Numerus clausus. On est quand même, là on part à l'autre borne. On est quand même impressionné par le fait que vous arriviez comme ça, presque du jour au lendemain, à supprimer ce qui était une sorte d'élément absolument central de la formation des jeunes médecins. Oui, c'est une mesure qui existe depuis plus de 40 ans. Donc parfois, au bout de 40 ans, il faut changer quelque chose. Et c'est un dispositif dont tout le monde voyait bien qu'il n'avait plus de pertinence particulière, qu'il ne régulait pas grand-chose, qu'il n'avait pas évité, malgré les efforts de planification, un certain nombre de difficultés démographiques et qu'il contraignait à admettre tous les étudiants par la même filière, le même dispositif en une fois. Et ça, voilà. C'est pas compatible. Et pour nous quitter, parce que vous allez en conférence maintenant, les étudiants, ils iront en Europe, ils iront dans le monde, les jeunes étudiants en médecine, ils feront comme les autres dans toutes les autres universités, Erasmus, etc., oui? Bien sûr, ils le font en partie déjà, mais plus de flexibilité dans le cursus, ça sera aussi plus de facilité pour bouger, y compris d'une université à l'autre en Europe. Vous voyez, madame, beaucoup de gens vous écoutent sur ces sujets, donc vous allez avoir une conférence qui aura beaucoup de succès. Merci d'être venue sur le plateau télé. Merci beaucoup. DGFR, à bientôt, madame.